Alors ce livre raconte une aventure humaine, celle d'un prince du sang, cousin de Louis XIV, qui n'a pas hésité à rompre avec son autorité royale pour combattre aux côtés des Espagnols afin de défendre son honneur. Donc c'est un livre qui est un véritable livre d'histoire, en ce sens que ces événements étaient jusqu'à présent méconnus par l'historiographie, puisque l'histoire de France en général évoque plutôt la question de la Fronde et la fin de la Fronde en 1652, et puis le discours historique recommence à la paix des Pyrénées en 1659. Que s'est-il passé entre 1652 et 1659? Eh bien, ce livre raconte ces événements qui donnent une image tout à fait particulière à la fois de l'autorité royale à cette époque-là, mais aussi de la noblesse. Donc c'est un ouvrage qui évoque des aspects méconnus de l'histoire de France, occultés. Alors pourquoi ces aspects sont occultés? Parce que le prince de Condé a plutôt souligné à la suite de cette aventure son repentir. Et effectivement, il ne fallait pas faire mémoire de ce qui avait causé cette rupture entre lui et l'autorité royale. Il fallait plutôt valoriser le service du roi. Alors justement, l'image que je donne du prince de Condé dans cet ouvrage n'est pas celle d'un héros tel qu'on peut le voir par ailleurs, mais plutôt celle d'un prince du sang prêt à se disputer pour défendre corps et âme l'honneur de sa famille et obtenir une reconnaissance qu'il estimait ne plus avoir au service de l'État. À l'origine de l'hostilité entre le prince de Condé et le cardinal Mazarin, il y a d'abord une question de rang. Le grand Condé est un prince du sang, il appartient à une famille de la haute noblesse, alors que le cardinal Mazarin, au contraire, est d'origine obscure puisqu'il vient d'une famille italienne. Son père était un serviteur de la famille Colonna à Rome et c'est quelqu'un qui a dû s'élever dans la société, d'abord en tant que serviteur de la famille Colonna, puis en tant que serviteur de l'autorité pontificale dans le cadre des négociations des traités de paix au début du XVIIe siècle. Et enfin, il est entré dans la clientèle du cardinal de Richelieu. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'il est devenu un des personnages les plus importants sur le plan politique. Donc ces deux personnages ne s'aiment pas pour ces raisons. D'un côté, on a un grand prince qui pense que tout lui est dû, du fait de son sang. Il est un des héritiers présomptifs du trône. Et puis de l'autre côté, on a un cardinal ministre qui est soucieux de son omnipotence politique, et de ce fait, les deux personnages ne s'entendent pas. Il faut quand même préciser qu'ils appartenaient à l'origine au même clan, puisque le cardinal Mazarin, comme la famille de Bourbon-Condé, était serviteur du cardinal de Richelieu. Et donc c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ces deux serviteurs du cardinal de Richelieu ont fini par se disputer et remettre gravement en cause l'équilibre du royaume. J'ajouterais qu'il y a une deuxième raison qui peut expliquer évidemment cette rupture, c'est aussi la question concernant la récompense des services rendus par le prince de Condé. Le prince de Condé est un seigneur qui a rendu d'importants services en matière militaire, puisque c'est un grand chef de guerre. Il est le vainqueur de la bataille de Rocroi, mais on oublie souvent qu'il a participé à la défense du royaume aux côtés de Gaston d'Orléans. Donc il estimait naturellement être récompensé de ses services, et notamment, ce qui était important pour lui, c'est que ces récompenses puissent aussi rejaillir sur ses serviteurs. Il avait autour de lui de très nombreux hommes de guerre, comme le sieur de Châtillon, qui espéraient également être récompensés par le cardinal Mazarin. Or Mazarin a un peu confondu ses prérogatives. Lui préférait de son côté récompenser ses serviteurs personnels qui pouvaient servir dans l'armée royale. Donc le prince de Condé finalement a considéré que Mazarin détenait en quelque sorte les sources de la faveur à son détriment, alors qu'au contraire, il aurait aimé une redistribution de ses faveurs. Je précise qu'évidemment, on a souvent pensé que le prince de Condé aurait voulu avoir la place de Mazarin sur le plan politique, mais en réalité, ce n'est pas exact. Condé est un chef de guerre, c'est un homme d'action. Être dans les dossiers, dans les registres toute la journée, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas du tout. Il préfère au contraire plutôt bénéficier des largesses de l'État royal pour
s'enrichir d'une part et aussi récompenser ses fidèles. Alors il faut savoir que le prince de Condé est quelqu'un qui est rapidement devenu impopulaire à Paris pour des raisons assez simples. À la base, le prince de Condé, pendant la Fronde, ainsi que les autres seigneurs frondeurs, avaient réuni autour de Paris leurs armées pour faire valoir leur position politique, et ces armées ont contribué à dégrader largement la région parisienne. Il faut savoir que les hommes de guerre au XVIIe siècle, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, s'en prennent aux populations. Ils n'hésitent pas à vivre aux frais de la population, et ces dégâts du fait de ces armées mécontentaient les Parisiens qui aussi étaient en lien avec ces campagnes environnantes. Il y a aussi d'autres raisons liées plus précisément aux affaires politiques de Paris, puisque pendant la Fronde, la question de l'appui apporté par la ville de Paris au mouvement frondeur a été posée après la bataille du faubourg Saint-Antoine, lorsque le prince de Condé a combattu Turenne et qu'il s'est réfugié à Paris pour échapper à une défaite. Il était important pour les princes frondeurs d'obtenir le soutien de la ville de Paris. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le prince de Condé et probablement Gaston d'Orléans ont voulu faire pression sur l'hôtel de ville de Paris, sur donc les responsables de la municipalité de Paris, pour que ceux-ci continuent à soutenir le mouvement frondeur. Ils ont donc apposté sur la place de Grève, devant l'hôtel de ville de Paris, des hommes de guerre qui finalement ont fini par tirer sur la foule. Alors la question historique qui est posée, c'est: le prince de Condé est-il à l'origine de cette opération qu'on appelle du massacre de l'hôtel de ville? Alors les sources ne sont pas très claires, mais ce qui est certain, c'est que d'un point de vue politique, les Parisiens ont été persuadés qu'il était mêlé à cette affaire. Et à partir de ce moment-là, sa vie à Paris a été compliquée. Il faut aussi rappeler que ces frondeurs possédaient des hôtels particuliers dans Paris, qui étaient des véritables places fortes, si j'ose dire, avec des hommes de guerre qui passaient leur temps à se déplacer dans la capitale et qui créaient un climat, on va dire, militaire dans la ville de Paris, qui, de ce fait, était contraire, d'une certaine manière, à la prospérité, je dirais, des marchands de la ville de Paris. Paris est une ville très importante sur le plan marchand, et donc tout cela nuisait considérablement aux affaires. Et puis on peut rajouter un dernier élément qui peut expliquer l'impopularité du prince de Condé à Paris, c'est le fait qu'il y avait aussi des tensions avec les magistrats du Parlement de Paris, qui sont une instance très importante à Paris, qui ont été à l'origine de la fronde parlementaire et qui finalement vivaient assez mal la présence de ces hommes de guerre dans l'environnement parisien. Avant de quitter la capitale et d'entrer au service de l'Espagne, le prince de Condé a d'abord dû se rapprocher de la couronne espagnole. Alors pourquoi s'est-il rapproché de la couronne espagnole? Il faut rappeler un événement essentiel dans la vie du prince de Condé, c'est qu'il a été emprisonné en 1650 avec son beau-frère le duc de Longueville et son frère le prince de Conti. Cette détention du prince de Condé, qui est la résultante en fait de la brouille avec Mazarin, a eu une conséquence vraiment importante dans la mesure où ces princes n'ont pas supporté d'être détenus quasiment une année et surtout baladés de lieu de détention en lieu de détention. Le prince de Condé a estimé même qu'il était finalement comme un prisonnier de guerre dans le cadre d'un triomphe militaire romain qui était présenté aux Français de cette manière-là. Et il l'a particulièrement mal vécu. Il faut expliquer quand même leurs conditions de détention particulièrement sévères, puisqu'ils étaient détenus au château de Vincennes, qui est un château très médiéval, sans quasiment aucun confort. Ils ne pouvaient d'ailleurs pas recevoir, ni même avoir un train de vie, on va dire, digne de prince du sang ou de grand. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup pesé dans l'esprit du prince de Condé. Et à partir de ce moment-là, même lorsqu'il a été libéré, il a été souvent en doute de la sincérité du cardinal de Mazarin et il se sentait en permanence menacé. Et donc il a commencé à négocier avec ses agents une alliance avec l'Espagne. Il faut savoir que l'Espagne était certes à l'époque en guerre contre la France, mais dans la tradition de la famille de Bourbon-Condé, l'Espagne, c'est souvent, et notamment les Pays-Bas espagnols, ont souvent été une terre d'exil, une terre où finalement ils pouvaient, par leur départ, marquer leur mécontentement politique. Donc à partir du moment où le prince de Condé s'est senti menacé, donc il a envoyé ses agents qui ont négocié
un accord diplomatique avec Philippe IV d'Espagne, et cet accord diplomatique lui permettait d'obtenir finalement un soutien militaire des Espagnols dans le but d'obtenir finalement une paix avec l'Espagne. Alors évidemment, chacun pensait la paix différemment. En tout cas, le prince de Condé y voyait un moyen de se débarrasser du cardinal Mazarin, qui était devenu son principal ennemi. Lorsque le prince de Condé a décidé de quitter Paris en octobre 1652, ce que j'ai découvert à travers mes recherches, c'est qu'en fait, bien qu'il fût un homme de guerre extrêmement avisé et expérimenté, il n'avait absolument pas préparé sa sortie. C'est-à-dire que le prince de Condé, les Espagnols ont été obligés de s'allier militairement, alors qu'en réalité, tout les divisait. Pourquoi? Parce que les Espagnols, d'abord, vivaient assez mal. Les grands chefs de guerre espagnols qui dirigeaient l'armée espagnole présente à ce moment-là en Picardie, vivaient assez mal l'arrivée de ce gentilhomme qui a été propulsé généralissime de l'armée espagnole, un titre qui n'avait pas de fonction particulière dans l'armée espagnole, mais qui était un titre malgré tout. Et donc, ce livre raconte comment les premières rencontres entre le prince de Condé et les Espagnols ont été particulièrement glaciales. Il y avait d'abord le problème de la langue, il y avait aussi des méfiances mutuelles du fait des années de guerre qui avaient existé entre les Français et les Espagnols. Et surtout, les Espagnols craignaient que le prince de Condé se serve des troupes espagnoles pour ensuite prendre des places qui auraient été finalement rendues à la France par l'intermédiaire de la vie politique qui peut toujours changer d'orientation. Donc le prince de Condé a d'abord eu des premiers objectifs de guerre qui étaient de s'emparer d'un certain nombre de places fortes dans la frontière avec les Pays-Bas espagnols, la ville de Rethel par exemple, ou encore la ville de Château-Porcien, qui étaient des places fortes qui verrouillaient l'accès à la région parisienne. Son but, c'était donc de s'emparer de ces places fortes et d'autres places fortes aussi dans le Barrois. Le but était de passer l'hiver pour ensuite voir comment allaient se dérouler les affaires. Évidemment, le fait de posséder des villes était un moyen ensuite pour le prince de Condé de négocier éventuellement un retour ou en tout cas une situation plus favorable pour lui. Il n'en a pas eu le temps. Pourquoi? Parce que immédiatement, Mazarin a demandé au vicomte de Turenne de faire en sorte d'empêcher que les armées du prince puissent rester dans ces villes qu'il venait de prendre et de faire en sorte de le chasser en quelque sorte du royaume. Et donc le vicomte de Turenne hésitait à poursuivre Monsieur le Prince, c'est comme ça d'ailleurs qu'on appelle le prince de Condé à l'époque, hésitait à le poursuivre parce qu'il était numériquement inférieur à toutes ces armées réunies. Et donc il a été plutôt habile, il a attendu que le prince de Condé mette dans chaque place forte qu'il avait conquise des hommes de guerre. Et chaque fois qu'il mettait des hommes de guerre dans ces places fortes, et bien forcément, numériquement, les armées du prince diminuaient. Et lorsque ces armées ont été inférieures en nombre, à ce moment-là, Turenne a commencé à poursuivre le prince de Condé. Alors ce que l'on apprend dans le livre, c'est que le cardinal Mazarin a voulu personnellement se mêler des affaires militaires. Il est venu dans la région du Barrois pour superviser les affaires militaires, ce qui a été très mal vécu par le vicomte de Turenne. On est dans une société au XVIIe siècle où chacun a sa fonction d'une certaine manière. Le cardinal, c'est un prélat, c'est un ministre, et donc il n'est pas compétent, on va dire, pour mener des affaires militaires. Et les hommes de guerre, ils voyaient aussi une manière de ce cardinal de porter atteinte à leur honneur, qui était finalement de diriger les armées royales. Donc il y a eu des tensions très importantes au sein même de l'armée royale pour organiser la poursuite des armées du prince. Alors malgré tout, l'opération a réussi dans des conditions véritablement terribles, puisque cet hiver 1652-1653 est marqué par un très grand froid, les troupes royales meurent, et il est question à un moment de savoir s'il faut continuer à poursuivre les armées du prince, et le choix politique qui est fait par Mazarin, c'est absolument poursuivre le prince de Condé. Et le prince de Condé a dû se retirer du royaume, et lorsqu'il s'est retiré du royaume, une à une, quasiment toutes les places fortes qui avaient été prises pendant l'hiver 1652-1653 ont été perdues par les Condéens. Il faut rappeler que le roi Louis XIV était un jeune homme à l'époque, il venait juste d'être déclaré majeur en 1651,
Malgré sa majorité, ce n'était pas lui qui guidait la politique à cette époque-là. C'est vraiment le cardinal Mazarin et Anne d'Autriche qui disposaient des commandes politiques du royaume. Alors le roi s'intéressait à la guerre bien évidemment, mais il n'est pas venu sur les lieux d'opération pour ce qui concerne l'affaire des prises de place forte du prince de Condé. En revanche, le but était de faire en sorte que le prince de Condé se retire aux Pays-Bas espagnols. Alors ce retrait a été très intéressant, il était méconnu par les historiens. Il faut savoir que le prince de Condé, bien qu'il ait quitté le royaume de France, avait toujours les mêmes exigences politiques. C'est-à-dire qu'arrivé chez les Espagnols, il a voulu, avant d'arriver à Bruxelles, obtenir d'être considéré au même niveau, au même rang que le gouverneur général des Pays-Bas espagnols, Léopold Guillaume. Et avant d'arriver à Bruxelles, il s'est prétendu malade, en attendant la réponse du roi d'Espagne qui devait finalement trancher cette question de rang. Et ce qui est très étonnant, c'est que Philippe IV d'Espagne a exigé du gouverneur général des Pays-Bas espagnols que le prince de Condé soit traité à égalité avec lui. Donc vous imaginez que l'intéressé n'a pas du tout apprécié et ça a instauré déjà d'office aux Pays-Bas espagnols de mauvaises relations entre le prince de Condé et on va dire le gouvernement militaire et politique des Pays-Bas espagnols. Et donc ça, on lui a mis des bâtons dans les roues, si j'ose dire. On lui a jamais vraiment donné le commandement militaire des armées. Chaque fois qu'il participait aux campagnes militaires, il n'était pas forcément au courant de la route que devaient prendre les armées espagnoles. Donc voilà, ce séjour a été particulièrement difficile. Et puis il y a une anecdote que raconte le livre, c'est que lorsque Condé était aux Pays-Bas espagnols, à Bruxelles, l'ancienne reine de Suède est venue aux Pays-Bas espagnols et le prince de Condé souhaitait la rencontrer parce que lui, étant prince du sang, estimait avoir finalement être un quasi-souverain et d'une certaine manière bénéficier de toute l'attention de cette reine. Et en réalité, il n'a pas pu avoir la possibilité de la rencontrer en premier. Léopold Guillaume a eu, lui en revanche, cette possibilité. Et cette affaire de la présence de la reine, l'ancienne reine de Suède aux Pays-Bas espagnols a aussi contribué à aggraver les relations entre les deux gentilshommes parce que Condé s'est estimé floué dans son rang, dans son sang, par cette affaire politique. Alors c'est l'un des apports du livre, c'est qu'on ne connaissait absolument rien de point de vue historique sur le procès du prince de Condé. Aucun travail n'avait été fait sur cet aspect. Alors j'ai fouillé dans les archives et j'ai pu reconstituer les circonstances du procès criminel du prince de Condé. Alors il faut savoir que ça faisait très longtemps qu'en France, on n'avait pas pu organiser un procès criminel. On n'avait pas organisé un procès criminel puisque le dernier procès criminel qui avait été mené, c'était contre le connétable de Bourbon au XVIe siècle, à l'époque de François Ier. Et en plus, à cette époque-là, dans les mêmes circonstances, il était également absent du royaume. Donc il a fallu, pour l'autorité royale, rechercher dans les archives la manière dont on faisait un procès criminel à un prince du sang, puisque c'était une situation quasiment inédite. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ce procès criminel qui a eu lieu au Parlement de Paris, donc dans le palais de justice de Paris, a d'abord fait l'objet de convocations. Il fallait qu'il y ait des pairs de France dans ce procès criminel pour décider du sort du prince de Condé. Alors certains se sont considérés malades et ils ne voulaient pas participer à cette opération. D'autres sont venus et ils ont protesté publiquement de ne pas vouloir juger le prince de Condé. En réalité, ce que j'ai montré dans le livre, c'est que c'était presque une scène de théâtre. Il fallait publiquement qu'ils montrent qu'ils étaient en désaccord avec le jugement criminel du prince de Condé parce qu'il était question de leur honneur. Mais en fait, il avait été prévu dès le départ qu'ils fassent cette manifestation pour ne pas juger le prince de Condé. Alors on a mené un vrai procès, c'est-à-dire qu'on a été chercher des témoins qui appartenaient aux principales villes à la limite du royaume de France, qui avaient été sujets au siège et à la prise militaire des Condéens. Et donc ceux-ci sont venus témoigner, donc ils ont apporté des détails. Oui, ils ont bien aperçu le prince de Condé dans la tranchée. À cela se sont ajoutées des lettres qui ont été interceptées qui montraient que le prince de Condé entreprenait véritablement contre le royaume de France. Donc on a réuni quelques preuves comme ça, indubitables, et ensuite on les a mises dans une instruction qui a ensuite permis
au procès de se tenir. Alors Louis XIV est venu lors de la première séance d'accusation, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'est pas venu par la suite, il n'était pas présent, notamment au prononcé de la sentence. Alors pourquoi? C'est une question qui est intéressante, parce que en fait, malgré l'existence de ce procès criminel, le but de l'autorité royale, c'était encore d'obtenir le retour du prince de Condé dans le royaume de France. En fait, on s'inquiétait beaucoup en France que le prince de Condé, chef de guerre réputé, puisse comme cela continuer à servir l'Espagne dans une situation de guerre qui n'était pas encore très claire. Rien n'était gagné pour la France ni pour l'Espagne, on était encore dans une situation militaire trouble. Ça aurait pu basculer d'un côté comme un autre, et donc le but de ce procès criminel, c'était de mettre la pression sur le prince de Condé pour qu'il revienne dans le royaume de France. D'ailleurs, lorsque la sentence a été décidée, il était reconnu criminel de lèse-majesté, eh bien on lui a donné 5 ans pour venir se présenter et finalement se défendre. Et ces 5 ans ont mené jusqu'au moment du traité des Pyrénées. Même après la condamnation du prince de Condé, on a continué à envoyer des courriers du côté des Pays-Bas espagnols pour essayer d'obtenir le retour du prince. Donc on voit que la justice, elle est instrumentalisée dans un but purement politique à ce moment-là, même si dans les faits, c'est une condamnation très lourde. Alors la négociation du retour en grâce du prince de Condé, du retour en grâce dans le royaume, a été difficilement obtenue par le prince de Condé. D'abord, il faut rappeler une première mission diplomatique de 1656 qui a été organisée par Mazarin. Il a envoyé en Espagne Hugues de Lionne, qui avait pour but de négocier la paix des Pyrénées. L'objectif de Mazarin, à l'origine, c'était de négocier une paix des Pyrénées sans le prince de Condé. C'est-à-dire que, dans l'esprit de l'autorité royale, le prince de Condé était un prince perdu pour le royaume de France. Alors les choses ont eu lieu à Madrid. Il faut savoir que l'agent du roi a voyagé très discrètement jusqu'en Espagne, mais il a quand même été reconnu au passage de la frontière. C'est ça qui est très étonnant dans ce XVIIe siècle, c'est que on a beau être dans une époque où il n'existe pas de médias autres que les imprimés, il y a des yeux et des oreilles partout. Et le prince de Condé a été rapidement informé par son agent à Madrid qu'un négociateur français secret avait été envoyé pour parler de la paix et obtenir notamment une paix sans que le prince de Condé soit intéressé. Et ce qui est très frappant, c'est que très rapidement, l'agent du prince de Condé a pu donner à Don Luis de Haro, qui était le négociateur espagnol, toutes les informations politiques nécessaires pour défendre les intérêts du prince de Condé à ce moment-là. Et il s'est trouvé que cette négociation a échoué à cause des intérêts du prince de Condé. Philippe IV d'Espagne n'a pas voulu lâcher le prince de Condé. Alors on peut s'interroger sur cette question, pourquoi le roi d'Espagne ne lâche pas le prince de Condé? Pour une raison assez simple. Le roi d'Espagne considère que le prince de Condé est un quasi-souverain. Et donc déjà, à ce titre-là, il ne peut pas être traité comme n'importe quel gentilhomme. Après tout, on ne sait pas ce qui va se passer. Le roi Louis XIV n'a pas d'enfant. Il a certes un frère, mais il s'est déjà produit dans l'histoire de France des situations où la couronne a changé de branche. Donc ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième raison qui peut expliquer que le roi d'Espagne ait pu soutenir les intérêts du prince de Condé en 1656, c'est que le prince de Condé est un grand chef de guerre et que laisser un grand chef de guerre mécontent avec ses troupes aux frontières des Pays-Bas espagnols et de la France pourrait avoir des conséquences durables. Un chef de guerre comme Condé, c'est quelqu'un qui pratique la guerre de façon très brutale. Il a eu une expérience militaire dans le Saint-Empire romain germanique et ses troupes n'hésitent pas à piller, à détruire les camps, les villes qu'ils peuvent prendre. Donc c'est quelque chose qui peut être potentiellement inquiétant, de ne pas garder ce personnage très embarrassant. Ne pas le garder non plus au sein du royaume d'Espagne. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la cohabitation entre le prince de Condé et la haute noblesse espagnole ou des Pays-Bas espagnols est très compliquée. Et donc finalement on comprend rapidement en Espagne qu'il est compliqué de gérer politiquement un prince comme Louis II de Bourbon-Condé. Donc l'idée de Philippe IV d'Espagne, c'est de soutenir jusqu'au bout. Il en fait une question d'honneur, les intérêts du prince. Alors une deuxième partie des négociations ont lieu en 1659. La situation a un peu changé.
Il faut savoir que d'abord, il y a une lassitude de la guerre aux Pays-Bas espagnols. Il y a eu aussi une importante défaite des troupes des Pays-Bas espagnols, de l'armée des Flandres face au vicomte de Turenne à proximité de Dunkerque, qu'on appelle du côté français la victoire des dunes ou du côté espagnol la défaite des dunes. Et le prince de Condé, d'ailleurs, à cette époque-là, a failli mourir, ou en tout cas être fait prisonnier à l'occasion de cette opération militaire. Il a dû être exfiltré par ses officiers. Et bon, il a commencé à réfléchir à une époque même où Louis XIV connaît à ce moment-là une grave maladie, ce qu'on appelle la grave maladie de Calais. Et donc il a demandé finalement à ses agents de faire en sorte d'obtenir son retour en grâce. Alors ce qui a fait évoluer Mazarin dans l'acceptation du retour du prince de Condé dans le royaume, c'est d'abord l'absolue nécessité d'obtenir la paix avec l'Espagne et surtout un mariage avec les Espagnols, parce que Louis XIV ayant frôlé la mort au moment de la grande maladie de Calais, il fallait absolument le marier pour qu'il ait une descendance. Mazarin a cru à un moment donné d'ailleurs qu'il allait être disgracié. Il a même envoyé chercher ses affaires au château de Vincennes. Et donc l'idée c'est de négocier absolument ce mariage avec l'infante d'Espagne. Obtenir le mariage avec l'infante d'Espagne, et pour cela il faut la paix. Et donc, comme la question du prince de Condé est posée, il va accepter donc le retour du prince de Condé. Alors cette négociation a été faite en deux temps. Pendant les négociations de paix sur l'île des Faisans entre Mazarin et Don Luis de Haro, donc on a acté le principe du retour en grâce du prince de Condé, mais ce n'était loin d'être terminé. Il fallait négocier ce qu'on appelle les articles particuliers concernant Monsieur le Prince. Et ce que j'ai montré, parce que finalement, historiquement, on n'avait pas du tout étudié la question de la négociation des articles particuliers, ce que j'ai remarqué, c'est que les négociations du prince se sont battues mot à mot, notamment dans le préambule de ces articles particuliers, sur les raisons qui avaient fait que le prince de Condé était passé au service de l'Espagne. Et le mot autour duquel on s'est accordé était le mot malheur. C'est à cause du malheur que le prince de Condé a dû quitter le royaume. Alors ça a arrangé tout le monde parce que ça évitait finalement de donner une raison particulière qui aurait pu offenser l'un ou l'autre. Le malheur, c'est quelque chose donc on ne contrôle pas et qui peut pousser quelqu'un finalement à l'erreur politique, et on s'est accordé sur cet aspect-là. Et donc le deuxième enjeu de cette négociation du retour en grâce du prince de Condé, c'était la question du château de Chantilly, qui était un château particulièrement important pour la famille de Bourbon-Condé. Il faut savoir que le château de Chantilly appartenait à la mère du prince de Condé, qui appartenait à la famille de Montmorency. Et ce château, qui avait été confisqué au moment de la trahison du maréchal de Montmorency en 1632, le maréchal de Montmorency avait été exécuté, donc le château avait été confisqué. Il avait été restitué à la mère du Grand Condé après la victoire de Rocroi. Donc pour le prince de Condé, ce château de Chantilly était finalement la manifestation matérielle du premier grand service, et service glorieux qu'il avait rendu à la monarchie. Et par conséquent, Mazarin voulait quand même un peu brimer le prince de Condé et faire en sorte que ce château, il ne le récupère jamais. Et de ce fait-là, donc les Condéens ont vraiment insisté, ils ont obtenu aussi la restitution du château. Alors on peut dire qu'à l'arrivée, le prince de Condé récupère quasiment la totalité des charges et dignités qu'il possédait avant sa sortie du royaume de France, excepté la charge de grand maître à la cour. Et cette charge de grand maître a été donnée à son fils. En revanche, la situation n'est pas du tout la même pour les amis et serviteurs de Monsieur le Prince. Pourquoi? Parce que Mazarin a voulu absolument qu'il n'obtienne rien. Et le prince de Condé, d'ailleurs, a beaucoup insisté pour obtenir de l'argent et surtout le retour dans les charges qu'ils occupaient auparavant, parce que ces Condéens avaient des diverses charges dans le royaume de France. Et Mazarin a considéré que ses amis pourraient récupérer des charges s'ils servaient désormais fidèlement à la monarchie royale. Mais il y avait un calcul politique dans l'esprit de Mazarin, c'était évidemment de mécontenter tous ces serviteurs du prince de Condé pour finalement qu'ils reviennent dans le royaume, mais qu'ils n'aient plus autant de soutien politique qu'ils n'avaient pu avoir auparavant.
Et on va dire que cette stratégie a plutôt bien marché. Pourquoi? Parce que lorsque le prince de Condé est revenu dans son royaume, les principaux officiers qui l'entouraient, non seulement n'ont pas obtenu quelque chose, mais Mazarin leur a proposé finalement qu'il rentre au service de la monarchie, afin de créer des discordes finalement entre le prince de Condé et ses serviteurs. Il y a une autre d'ailleurs occasion de discorde, c'est que lorsque le prince de Condé est revenu dans le royaume de France, Louis XIV a voulu l'honorer en lui donnant le titre de chevalier du Saint-Esprit. Et il avait le droit de choisir parmi ses serviteurs un gentilhomme pouvant obtenir ce même honneur. Et en réalité, le fait même qu'il choisisse un gentilhomme a mécontenté tous les autres, par définition, puisque les autres se sentaient évidemment trahis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mémorialistes qui ont fait partie des Condéens qui donnent une très mauvaise image du prince de Condé, le présentant comme un personnage ingrat, radin, et racontant des anecdotes appuyant cette affaire-là. Donc c'est quelque chose qui a durablement porté atteinte au parti condéen. Alors le retour du prince de Condé au service de Louis XIV et son retour en grâce ne s'est pas déroulé au château de Versailles où nous nous trouvons, mais à Aix-en-Provence. Alors rien n'était prévu à l'origine. Il faut savoir que le traité des Pyrénées, et notamment les articles particuliers, négociaient un accord, finalement, le retour politique du prince de Condé dans le royaume. Mais ces articles particuliers ne disaient rien sur la réconciliation politique entre le cardinal Mazarin et le prince de Condé. Ils ne disaient rien non plus sur les conditions de ce retour en grâce. Alors il faut savoir que les agents du prince de Condé ont négocié avec Mazarin un itinéraire de retour. C'est Mazarin qui a imposé un itinéraire de retour. Cet itinéraire de retour qui devait ramener le prince de Condé de Bruxelles jusqu'en France devait éviter Paris. Et pour cause, on ne voulait pas que le prince de Condé puisse entrer dans Paris. Triomphateur, c'était Mazarin qui était le véritable acteur de la paix politique avec l'Espagne, la paix diplomatique avec l'Espagne. Non, il fallait donc que le prince de Condé évite Paris et qu'il évite aussi la Bourgogne, qui était une province où il avait beaucoup de soutien. Il avait été gouverneur de la Bourgogne et on ne voulait pas non plus que le prince de Condé arrive comme un vainqueur en Bourgogne. Du coup, on a demandé au prince de Condé une certaine humilité politique. Ce qu'il a respecté, c'est-à-dire qu'il a évité de recevoir les congratulations des gentilshommes qui venaient à sa rencontre au retour dans le royaume de France. Il a aussi refusé l'accueil dans les villes qui lui proposaient de le recevoir. Et il a suivi strictement le chemin qui l'a ramené jusque dans le sud du royaume de France. Alors pourquoi le sud du royaume de France? Parce qu'à ce moment-là, la cour se trouvait dans le sud du royaume. Il s'agissait d'organiser la rencontre diplomatique entre Philippe IV d'Espagne et le roi Louis XIV dans le but de signer le traité des Pyrénées, mais aussi de marier Louis XIV. Et donc la rencontre devait avoir lieu dans le sud du royaume. Et ce que j'ai montré dans le livre, c'est que pendant tout le voyage du retour, le prince de Condé essaye de se renseigner où se trouve la cour et surtout réfléchit non pas à la rencontre avec le roi, mais comment va se faire la rencontre avec Mazarin. Quels honneurs vont lui être rendus? Est-ce qu'il faut qu'il s'abaisse finalement devant le cardinal Mazarin, ce qu'il a toujours refusé de faire? Et du côté de Mazarin, on s'inquiète aussi beaucoup du retour du prince de Condé. On a peur que celui-ci se comporte mal à son égard. Et donc c'est vraiment ce qui a préoccupé les deux hommes. Et quand le prince de Condé est arrivé à Aix-en-Provence, il a d'abord dû rencontrer Mazarin. Pourquoi? Parce qu'il fallait finalement que cette réconciliation politique qui était en dehors de tout traité puisse se faire. Alors cette rencontre a eu lieu dans un des palais qu'occupait Mazarin à Aix-en-Provence, le palais d'un magistrat. Et Mazarin a fait un effort, il a descendu une marche en direction de Condé. Et ça c'était beaucoup pour un prélat, pour un cardinal ministre, parce qu'il aurait pu finalement en situation de vainqueur exiger que le prince de Condé fasse tout le chemin jusqu'à lui. Et ensuite, deuxième signe d'accueil du cardinal, c'est qu'il a demandé au prince de Condé qu'il loge chez lui. Il a finalement donné l'hospitalité au prince de Condé. Et donc cette rencontre s'est bien passée. Et ensuite, dans la foulée, il y a eu la rencontre entre le prince de Condé et Louis XIV.
Alors là, les documents sont très silencieux, quasiment silencieux sur cette rencontre. C'est pour ça qu'on n'en avait jamais parlé auparavant. Et moi, j'ai retrouvé 2 lettres écrites par des personnes qui se trouvaient dans la rencontre, qui ont raconté cette rencontre. Alors le prince de Condé a été obligé de faire une grande révérence, c'est ce que disent les documents, c'est-à-dire vraiment s'abaisser, ôter son chapeau et faire la révérence devant Louis XIV. Et Louis XIV a interrompu cette révérence. Et ensuite, le prince de Condé a conservé son chapeau, tout comme Louis XIV. Alors, ça peut être étonnant, ces histoires de chapeau, mais en fait, c'est très important parce que nous sommes dans une société de l'honneur et l'honneur se marque par des signes extérieurs. L'honneur, c'est une dignité finalement insaisissable qui appartient dans le regard de l'autre. Et donc, Louis XIV a reçu debout le prince de Condé en conservant son chapeau et le prince de Condé a parlé très bas, à basse voix à Louis XIV. Il fallait que personne entende ce qu'il avait à lui dire. Et du coup, Louis XIV a répondu très doucement aussi au prince de Condé, ce qui fait que personne n'a entendu autour ce qui se disait. Alors pourquoi pour les deux? Eh bien, pour le prince de Condé, il s'agissait d'éviter de dire des choses qui pourraient ensuite être amplifiées, reprises politiquement et finalement porter atteinte à son honneur. Il était déjà dans une situation de prince en train de se repentir de son action politique. Et du côté de Louis XIV, il ne fallait pas non plus que trop humilier le prince de Condé ou même que le prince de Condé puisse utiliser ses propres paroles dans un but politique. Ensuite, une fois qu'il y a eu cet échange, le prince de Condé a aussi baisé le bas de la robe d'Anne d'Autriche qui a échangé quelques mots avec le prince de Condé et ensuite on ne sait pas ce qui s'est dit, ils se sont retirés et ont discuté ensemble. Mais le comte de Saligny-Coligny qui accompagnait Condé raconte que en apparence ils ont été bien reçus dans les formes, mais sur le fond pas très bien d'une certaine manière. C'est pour ça qu'en politique, il faut bien comprendre que même au XVIIe siècle, il y a une différence entre ce que l'on montre publiquement et ce que l'on tait et qui est évidemment au cœur de la politique. Et ce qui est important de comprendre, c'est ces 2 dimensions. Et lorsqu'il a fallu négocier le retour en grâce du prince de Condé, qu'il y a eu une rencontre très importante entre les agents du prince et Mazarin à Saint-Jean-de-Luz. Et Mazarin avait abordé une question très importante par rapport à cette manifestation publique de l'amitié. Il voulait que le prince de Condé manifeste publiquement une amitié envers Monsieur le Prince, mais pas simplement publiquement, mais aussi avec ses propres gentilshommes. Et ce qui est intéressant dans l'histoire du retour en grâce du prince de Condé, c'est qu'une fois qu'il est revenu en France, le prince de Condé a fait tout ce qu'il pouvait pour dire publiquement, secrètement, de toutes les manières possibles, qu'il était l'ami du cardinal Mazarin, parce que le cardinal Mazarin en doutait auparavant, et ce livre raconte que finalement en politique, la réconciliation est possible, et que ces gens au XVIIe siècle, malgré les graves différends qu'ils pouvaient avoir, étaient capables, voilà, pour un intérêt supérieur, de se réconcilier. C'est-à-dire que la politique n'est pas quelque chose de manichéen, c'est pas quelque chose qui crée un gentil, un méchant. La politique, c'est un rapport de force. Et de ce rapport de force, il faut que chacun trouve sa place. Et à partir du moment où, dans les apparences, chacun est considéré tel qu'il doit être, eh bien, ça peut apporter la conciliation et la paix. Ces recherches m'ont appris d'abord beaucoup de choses sur la vie politique du prince de Condé pendant la Fronde, qui était un point vraiment méconnu des historiens, et aussi les campagnes militaires qu'il a pu mener contre la France, qui était un peu un tabou dans l'historiographie française. On racontait en quelque sorte que le prince de Condé n'avait connu que des victoires du côté de la France et que des défaites du côté espagnol, ce qui n'est pas vrai. Il a remporté aussi des victoires du côté des Espagnols. Donc ça m'a appris ces épisodes finalement assez obscurs de l'histoire de France. Et puis ça m'a permis de comprendre l'importance de l'honneur dans la société nobiliaire. L'honneur, c'est quelque chose pour lequel, quand on est un gentilhomme du XVIIe siècle, on est capable de tuer. On est capable de prendre les armes contre son roi quand on estime que sa famille est menacée ou que sa famille ne va plus bénéficier de la reconnaissance politique qu'elle doit avoir par le sang que l'on peut posséder. Et le prince de Condé est quelqu'un qui était qui avait une passion dans sa vie, son nom. Il avait la passion de son nom et il l'a toujours défendu où qu'il soit.
à la cour, aux Pays-Bas espagnols, et c'est ce qu'a compris Louis XIV lorsqu'il a réintégré le prince de Condé dans le royaume de France. Louis XIV lui a redonné tous les honneurs. Il l'a accueilli ici à Versailles lors des divertissements royaux où il a donné la place qu'il méritait. Le prince de Condé a participé aussi en 1662 au grand carrousel du Louvre où il avait le rôle du grand turc, l'une des principales nations que représentait ce carrousel aux côtés de Rome, de la Perse et aussi de l'Amérique. Et donc le prince de Condé a été satisfait finalement dans sa quête de l'honneur, qui était l'élément le plus essentiel. Et la grande réussite politique de Louis XIV, c'est finalement de comprendre que ces gentilshommes avaient besoin d'une certaine sécurité en matière de rang et d'être en permanence reconnus par le roi et récompensés par le roi pour leur service. Et je crois que cet aspect est un apport, à mon avis, essentiel de ce travail historique.